Fais des contenus qui ne sont pas insipides, fais des contenus qui prennent des risques, dis ce que tu penses. Moi, je dis constamment ce que je pense. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui auront envie, eux aussi, de développer leur marque personnelle? Différence entre un entrepreneur qui avance, réussit et quelqu'un qui stagne, c'est vraiment la vitesse d'exécution en fait, la vitesse de passer à l'action. Si t'as une idée, exécute-la. Tu t'as prêté à être comédien, en tout cas, j'imagine que tu voulais en faire peut-être une carrière, ou en tout cas c'est quelque chose qui te plaisait bien. Je sais pas si j'ai le droit de le dire légalement parlant, mais j'ai pu atterrir sur le tournage d'un film adressé à un certain type d'audience. C'est vrai. Qu'est-ce que les entrepreneurs ont du mal à comprendre sur ce sujet de la psychologie humaine? J'ai une réponse qui me vient, mais elle va pas plaire à beaucoup de gens. Oh putain, on va passer le point Godwin dans 3, 2, 1. Hello à tous, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir PB Poncelin, Pierre-Baptiste Poncelin, qui est avant tout un ami et qui va nous parler de plein de sujets autour de la persuasion, du marketing. PB, en fait, sa mission, c'est d'aider les créateurs à gagner plus d'argent pour être en mesure de créer plus, de créer mieux. Et je trouve que c'est une mission qui est hyper intéressante et on va en parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ces compétences tournent autour de la psychologie humaine, grosso modo. Et je trouve que c'est toujours passionnant de parler de ces sujets-là, parce que c'est typiquement le genre de compétence qui ne changera pas dans 10 ans, quel que soit le développement de l'IA ou de ce genre de choses-là. Il y aura toujours cette compétence qu'on devra maîtriser, qui est de maîtriser comment fonctionnent les gens. Pourquoi on achète, pourquoi on bouge, comment on change. À côté de ça, il crée pas mal de contenu. Et ce que j'aime chez lui, c'est quand même cette approche sans bullshit, très straight de l'entrepreneuriat. C'est toujours vraiment passionnant de parler avec lui. Et puis bon, il aime bien aussi jouer à Hogwarts Legacy, à Zelda en ce moment. Franchement, Hogwarts Legacy, il est foutu au placard, c'est Zelda à mort, quoi. Il aime regarder la mer aussi, parce qu'il a un balcon qui donne sur la mer à Nice. Et puis il aime bien le compter. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours bien noté de lui. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup en plus de me recevoir dans ce contexte qui est trop charmé. Merci mec, je suis super content d'être là. On est chez This Is Fine ici. Ils ont un studio incroyable. Vous ne le voyez pas, mais derrière, il y a Guillaume Dubois qui s'occupe de tout ça et qui nous fait le plaisir de nous recevoir Stratège Média dans les bureaux de This Is Fine. On va démarrer avec une petite... c'est pas vraiment une question, mais je suis tombé sur un de tes posts il y a quelques semaines. Et je vais te lire le post. Et tu vas me dire un petit peu ce que t'en penses et pourquoi t'as eu envie de poster ça. Je suis ni un ancien sportif de haut niveau, ni un ex-champion d'échecs, et je n'ai pas coulé 6 boîtes. Pourtant, j'ai réussi à monter un business à 6 chiffres. Morale, vous n'avez pas besoin d'avoir un passé extraordinaire pour réussir. Je suis juste un gars qui vendait du popcorn dans un cinéma. Vous n'avez aucune raison de culpabiliser au sujet de votre passé. Ce qui compte, c'est ce que vous faites dans le présent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire passer ce message dans ce post? Ce qui m'a donné envie de faire passer ce message, c'est que j'étais très actif sur LinkedIn à ce moment-là, et t'as souvent un peu le storytelling de j'ai fait des trucs de ouf, ou alors je suis un ancien champion d'échecs. Dans l'infopreneuriat, j'ai l'impression que tout le monde est ex-champion de tennis. Je ne sais pas pourquoi, mais chez les infopreneurs, tu as fait quoi? Moi, je suis un ex-champion de tennis. Tout le monde est ex-champion, donc tout le monde est ex-champion de quelque chose. J'ai pas cette chance. Moi, je suis ex-champion de vente de popcorn, désolé. Et pourquoi j'ai voulu partager ça? Parce que les 3 quarts des gens, en fait, ils sont pas champions de quoi que ce soit, et ils ont autant de bonnes raisons de réussir et autant de raisons de bien s'en sortir en fait que les autres, malgré le fait qu'ils aient pas un passé de fou malade en fait, tout simplement. Et je te rejoins carrément sur le fait que la origin story, le storytelling de pourquoi j'entreprends, ça commence à être complètement incontrôlable. C'est-à-dire que les gens s'inventent aussi, je pense, un peu des vies. Et je te rejoins sur le fait que la majorité des entrepreneurs sont pas forcément des enfants de la DAS, ou ont pas forcément des passés troubles ou compliqués, et en fait ils ont juste envie d'entreprendre quoi, et de régler des problèmes sur un marché, tout simplement. Et donc aussi, ouais. Et donc c'est assez j'ai bien aimé ce post parce que tu mets le doigt sur un truc qu'on pense tous, que 90% des entrepreneurs pensent. Ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'en fait t'es un des entrepreneurs que
je connais bien, un des amis entrepreneurs que je connais, qui a un personal branding, une marque personnelle qui est vraiment développée, que tu développes consciemment depuis longtemps. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, tu nous partages un peu tes conseils pour développer son personal branding. C'est un sujet qui est un peu... en fait, c'est finalement un sujet qui est dans l'air du temps depuis un petit moment, parce que tout le monde se rend compte que c'est important de se mettre en avant sa marque personnelle, quel que soit son business. Et toi, tu le maîtrises vraiment ça. Et ouais, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui auront envie, eux aussi, de développer leur marque personnelle? Gros sujet. Déjà, oui, c'est capital de développer sa marque personnelle. Bordel. Pourquoi pas? Je dis ça parce que je vois énormément de gens qui sont encore là en mode non, j'ai pas envie de me montrer. Ok, c'est sûr, tu fais bien ce que tu veux, mais aujourd'hui, s'il y a un truc qu'on te prendra jamais, c'est toi-même en fait. Il y a un truc qui va être stable, façon de parler, mais il y a un truc dans ta vie qui va être une constante, c'est que t'existes jusqu'à ce que tu meurs. Cette phrase n'est pas française. Et pourquoi je fais un accent, je ne sais pas. Ça c'est une constante. Et en fait, si tu veux gagner de l'argent grâce à une expertise, ou en tout cas si tu veux gagner de l'argent sur Internet, et même en dehors d'Internet d'ailleurs, t'as tout à gagner à faire péter la visibilité sur ta personne et à avoir une audience, parce que ton audience, justement, elle aussi, tu pourras l'emmener avec toi et tu pourras l'emmener où tu veux, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pas toute ton audience, mais si un jour, toi, t'as envie de pivoter, si t'as envie de changer d'activité, tu vois, moi, je fais partie quand même des personnes, dans le cadre de mon activité, j'ai changé, je sais pas, peut-être 2-3 fois de positionnement sur cette activité-là. J'emmène mon audience avec moi, je leur vends des nouveaux produits en conséquence, je leur vends des produits d'autres personnes en conséquence, je fais de la visibilité pour d'autres personnes aussi grâce à ça. Et certains me suivent, certains décident d'arrêter de me suivre et c'est complètement ok, tu vois, mais j'ai toujours une audience cœur qui me suit. Et en fait, ça, c'est aussi un énorme filet de sécurité, parce que quand t'as ton audience, t'as à la fois des gens à qui vendre des trucs, mais t'as aussi des gens à qui vendent potentiellement ton audience ou au moins ta visibilité. Bref, t'es méga sécure sur un petit peu ton activité, tu vois, parce que si personne te connaît, tu sors de nulle part, déjà, c'est plus complexe. C'est un peu ton assurance vie, quoi. C'est ça, c'est ton assurance. Fait. Donc là, on a vendu le personal branding. Ouais. Comment on fait pour le développer? Ouais. On parle beaucoup. J'ai envie de te dire, j'ai pas de process pour développer son personal branding. Moi, je peux te donner les conseils qui m'ont été donnés quand je me suis lancé, sur lequel beaucoup de gens freinent. C'est, ok, je veux bien me lancer, mais j'ai peur, du coup, je vais faire des contenus qui sont insipides et qui prennent pas de risque, tu vois. J'ai qu'une chose à dire à cette personne, c'est justement, fais des contenus qui ne sont pas insipides, fais des contenus qui prennent des risques, dis ce que tu penses. Moi, je dis constamment ce que je pense. Ok, je dis constamment ce que je pense. Et parfois, je dis de la merde. Et parfois, je dis des trucs avec lesquels je vais pas être d'accord dans 3 mois, mais je m'en fous, je le dis parce que je le pense à un moment T, tu vois. Et derrière, ça me fait du contenu. Ça, c'est une chose. Ça va faire rejoindre des gens dans mon univers. Et ouais, juste dis ce que tu penses de façon intransigeante pour cliver aussi au maximum, qu'il y a des gens qui t'apprécient, des gens qui t'apprécient pas, qui te détestent vraiment, des gens qui t'adorent, et qu'il n'y ait pas de ah ouais, je l'aime bien, mais je m'en fous, tu vois. Tu vois, cette question de la transparence, du fait de pas avoir forcément sa langue dans sa poche, du fait de vraiment dire ce que tu penses et assumer tes idées, c'est hyper important. Et je pense aussi que dans ton cas, ce que je remarque, c'est que t'as toujours été assez friand de ce genre d'interview, par exemple. C'est que dans ta stratégie, quelque part, t'as toujours accepté. Chaque fois qu'on te demandait, est-ce que tu veux participer à un live, est-ce que tu veux participer à un podcast, est-ce que tu veux participer à, je sais pas, un live sur une chaîne YouTube, un truc comme ça, t'as toujours dit oui. Et en fait, quand on tape ton nom sur YouTube ou même sur Google, on tombe sur énormément de contenu. Et je pense que, je sais pas si ça a été fait consciemment, mais je pense qu'il y a une stratégie, on va dire un peu média, qui a été mise en place depuis le début, quoi, j'ai l'impression. Je te prends 40 secondes pour te remercier déjà d'être arrivé jusque-là. Tu fais peut-être partie des 10% des auditeurs qui ont quand même une grosse capacité d'attention. Et je voulais aussi te préciser qu'en fait, j'avais enregistré avec PB ce que j'appelle la question off. Je lui ai posé une question totalement off que je ne diffuserai pas sur les réseaux.
Et comme tu le sais, PB, c'est un créateur de contenu, créateur de contenu hors pair. Et du coup, dans cette question off, il va nous partager la méthode qu'il utilise pour créer du contenu pertinent. Il appelle la méthode des 3 C. Et tu sais que je suis renseigné sur la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi de créer du contenu, et pourtant, j'avais jamais entendu cette méthode. Donc je suis sûr que c'est un contenu qui va te plaire. Si tu veux accéder à ce contenu, le lien est en description. Je te l'envoie tout de suite par mail. Et je te laisse évidemment avec le reste de l'interview de PB Poncelin. Il va nous parler de son passé de comédien. Il va aussi nous expliquer ce que les gens ne comprennent pas sur la psychologie humaine. Et puis, entre autres, il va nous expliquer comment lutter contre le syndrome de l'objet brillant. Bonne écoute. Ouais, ça s'est fait. Il y a eu une intention qui avait été posée quand je me suis lancé. Moi, je me rappelle, avant que mon business fasse de l'argent, j'étais là à écouter le podcast Marketing Mania. J'étais chez ma mère à ce moment-là. C'était pendant... c'était pas pendant le confinement, c'était même avant. Bref, mon business décollait pas encore. Je bossais comme un malade. On était du coup en 2018. J'écoute le podcast Marketing Mania. Je suis au bord de ma petite rivière à côté de chez ma mère. Et je me dis putain, un jour je rêve vraiment d'être invité sur le podcast de Stan, tu vois, ça voudra dire que j'ai méga réussi. Ça n'a jamais voulu dire que j'ai méga réussi puisque je me suis fait inviter ensuite à posteriori, mais c'était un peu un objectif. Je me disais OK, j'ai envie d'aller dans cette direction. Puis j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où tu pouvais encore tout péter parce qu'il y avait personne. Ça m'a donné de la visibilité. Comme j'étais un des rares copywriters en France à cette époque, les gens se disaient tiens, on va l'inviter parce que c'est l'un des rares qui a l'air de un peu prendre la parole sur le sujet. J'ai eu une première interview, j'ai flippé ma race. L'interview, elle est catastrophique. Je raconte pas que des conneries, mais j'en dis beaucoup quand même. Mais je l'ai fait, tu vois. Moi, je me suis dit ça, en tout cas, c'est un énorme avantage pour moi parce que derrière, ça fait péter mon autorité parce que t'es l'un des rares gars sur ce sujet-là qu'on entend en France. Aujourd'hui, le paysage a changé, des copywriters visibles, il y en a plein, et tant mieux, tu vois. Mais à cette époque-là, je me disais, ok, t'as un vrai avantage compétitif là où tous les autres soit n'existent pas, soit sont planqués en fait. Ouais. Donc le sujet, go for it. Choisir ta thématique, c'est vrai que réussir à se dire quelle est l'étiquette qu'on peut me donner en fait. Ouais. Quelle est l'étiquette que je veux qu'on me donne en fait. Et toi, à cette époque-là, t'avais envie qu'on te mette l'étiquette copywriting. Ouais. Et du coup, t'as un peu pris cette place, en fait. Tu t'es dit, je vais prendre cette place en francophonie. Et comment faire? Être interviewé dans des gros podcasts, passer un petit peu partout, parler, prendre la parole sur LinkedIn. Et cette question de quelle est l'étiquette que je veux qu'on me donne, en fait, c'est une question que on se pose de moins en moins. Les gens sont un peu multicasquettes. Il y a un peu aussi cette envie de pas trop se nicher. Mais il y a une différence entre se nicher dans son business par rapport à l'offre que tu vends et sur quel sujet t'as envie qu'on t'identifie dans ta communication. Et en fait, il y a plein de gens qui font un peu le parallèle entre ça, mais on peut se dire, ok, pour ma communication, c'est ce sujet-là. Je vais être monsieur personal branding, quoi. Mm-hmm. Par contre, effectivement, j'ai des offres qui peuvent parler de copywriting, d'autres sujets, où je vais être monsieur copywriting, mais j'ai des offres qui sont de l'ordre du marketing, etc. Donc c'est intéressant de savoir, entre guillemets, quelle est l'étiquette qu'on te donne en termes de com, en fait. Et toi, tu t'es dit, c'est le copywriting à cette époque-là. C'est ça. Aujourd'hui, je mettrais de la nuance là-dessus sur je veux être monsieur, par exemple, copywriting. Aujourd'hui, ça suffit plus d'être monsieur personal branding, madame copywriting ou monsieur ghostwriting. Monsieur ghostwriting, par exemple. Aujourd'hui, tu veux être la personne. Enfin, moi, ce que je recommande le plus, c'est d'avoir au moins 3 à 5 piliers qui définissent qui tu es et les choses dont tu parles et qui vont te différencier justement de monsieur qui parle de ce sujet et puis c'est tout. Madame qui parle d'un autre sujet et puis c'est tout. C'est par exemple, moi, je vais m'en définir 3. Aujourd'hui, je vais te parler de marketing. Je vais te parler de vente, je vais te parler de créativité. Ça, c'est les 3 piliers que je peux mettre sur un pilier plus global qui va être le business. Et à côté de ça, moi, j'ai envie de te parler de spiritualité et de stoïcisme. Et à côté de ça, j'ai envie de te parler aussi un petit peu de relations. Ça, j'y vais progressivement parce que au niveau relations, je suis pas de bons conseils pour l'instant. Je sais pas si je le saurai un jour, mais c'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai aussi envie de prendre la parole. Et je connais pas beaucoup de gens qui sont là dans l'entrepreneuriat, dans le business,
business à dire non seulement je vais te parler de business, de market, de vente, mais derrière, je vais apporter un point de vue un peu différent sur les relations ou sur la philosophie. Où ça se trouve, ça peut être, écoute, moi, je suis dans le business, mais à côté de ça, je vais te parler de comment tu raffines du fromage et je vais te parler de, par exemple, la comment on va appeler ça? Les limites l'épicurisme, tu vois, c'est du bon pinard et du bon clacos. Ça peut faire partie de ton positionnement. Moi, ça, le clacos, le fromage, c'est mon cas. Et les gens, ils me retiennent pas parce que je suis PB, le gars qui fait des ventes. Ils me retiennent parce que putain, il parle tout le temps de Zelda, de comté et surtout de comté. Voilà. Ouais. Et tu vois, le fait d'avoir choisi en fait ces éléments, c'est hyper intéressant. Là, tu viens d'apporter quelque chose de plus à cette question sur le personal branding. En fait, t'as aussi choisi des éléments qui n'avaient rien à voir avec le business, mais qui te définissent pas mal. C'est-à-dire que les jeux vidéo, quelques jeux vidéo que tu pousses pas mal. Zelda, c'est récent. Avant, il y avait Hogwarts Legacy avant et tout ça. Et et le fromage, en fait, ça permet de. Et je pense par exemple à une Julia Couder, par exemple, qui elle parle beaucoup de ses gnocchis. Ou pas des gnocchis ou je crois qu'elle mange des gnocchis tout le temps, tu vois. Et donc elle dit je vais me faire mes gnocchis, machin. Et donc du coup tout le monde lui parle de gnocchis, on lui offre des gnocchis et tout ça. Et je trouve ça assez cool parce qu'en général elle parle plutôt de formation en ligne. Et donc le fait d'avoir d'autres casquettes, pas des sous-thématiques mais des éléments de marque en fait, qui sont assez reconnaissables. Quand c'est vraiment naturel, ça peut être incroyable en fait, incroyablement puissant. Ouais, quand c'est pas surfait quoi. Par exemple là t'as pas un chapeau rose ou un truc comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui font ça en se disant ça va me différencier, ce qui est vrai. Après c'est dur de s'en sortir, de sortir de cette image-là quand t'es l'homme au chapeau par exemple, tu vois. C'est ça, c'est que j'avais fait aussi moi à l'époque, j'avais ma veste bleue que je foutais tout le temps. C'est facile, tu vois, c'est plus des éléments de branding que vraiment tes piliers de contenu, tu vois, tes piliers de différenciation. Mais c'est vrai que tu vas avoir ton comté. Je sais que t'as un Américain qui s'appelle je crois que c'est Noah Kagan qui lui il me fout des tacos partout, tu vois. Moi à l'époque où je m'étais lancé, j'avais découvert ça, je me dis c'est marrant. Des tacos partout. OK. Mais après quand ça va commencer à être des éléments de soit je mets des lunettes de soleil tout le temps, soit j'ai un chapeau rouge. Why not, mais au bout d'un moment tes lunettes de soleil et ton chapeau rouge, ça va vite te faire yesh et c'est après ça c'est mon point de vue personnel, mais je trouve ça très feignant comme manière de se différencier, de juste avoir un chapeau, tu vois. Parce que c'est très visuel et peut-être pas forcément inscrit dans un récit, quoi, dans une histoire. Et c'est justement, je fais le pont avec ton passé. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a bu un café il y a quelques années déjà, et tu m'avais dit avant j'étais comédien. C'est ça que tu m'avais dit. Et du coup, effectivement, avant, t'as eu une micro moment, une période, on va dire, où tu avais pris des cours et tu t'apprêtais à être comédien. En tout cas, j'imagine que tu voulais en faire peut-être une carrière, ou en tout cas, c'est quelque chose qui te plaisait bien. Plus que des micro-moments, c'est du moment où ça a été de toute façon de la fin du lycée. Moi, je voulais gagner ma vie comme ça. J'ai quand même été faire la fac pour faire plaisir à mes parents et avoir une licence qui m'est très utile aujourd'hui, évidemment. Pas du tout. Mais ouais, non, la carrière de comédien, ça a poussé plusieurs années où j'ai poussé ça, où ça a donné quelques petits résultats. Ça m'a ouvert un tout petit réseau, mais pas assez pour en vivre confortablement, ni pour m'épanouir dans ce métier, en tout cas. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en retires de ce moment où t'as appris des compétences, en fait, qui sont intéressantes dans le marketing, dans la persuasion, dans tous ces sujets-là? Qu'est-ce que t'en retires? J'en retire beaucoup de choses. Les premières années, pas grand-chose. Ça, c'est clair. J'en retire beaucoup de plaisir et beaucoup de fun, tu vois. J'ai fait des tournages où, je sais pas si j'ai le droit de le dire légalement parlant, mais j'ai pu atterrir sur le tournage d'un film adressé à un certain type d'audience. C'est vrai? Où il peut se passer des trucs un peu bizarres. Mais j'ai déjà fait tous mes vêtements, je te rassure. Toi, tu tenais la lumière, quoi. Je tenais pas la lumière, je faisais de la figuration, très bien, dans ce cadre-là, tu vois. C'était beaucoup de plaisir, beaucoup de rire. Vraiment, on s'est marré. Sur plein de tournages, on s'est marré. J'ai fait du Golden Moustache. C'était très drôle à l'époque. Tu vois, il y a McFly et Carlito à l'époque où ils étaient pas encore multi-millions youtubeurs, tu vois.
Pour ça, c'était charmé. Ça, c'est des expériences plaisantes. Après, moi, c'est vraiment dans le cadre de ma formation en tant que comédien, puisque j'avais fait un stage qui a été plus qu'un stage de comédien, un stage de développement personnel où t'apprends à te connaître, t'apprends des principes de la vie, des principes fondamentaux aussi de psychologie, justement, de psychologie de ton personnage et du coup de comment toi tu vas faire vivre cette psychologie aussi, comment toi tu te connectes vraiment à tes émotions, à qui tu es et à comment tu réagis, et à comment tu réagis à l'autre et à comment l'autre réagit à toi. Tout ça, ça a été des enseignements de fou malade qui, moi, je considère, m'ont fait passer de mon état d'esprit justement de mec un peu bof qui est là dans sa vie à pas trop savoir ce qu'il veut, à quelqu'un qui commence à entreprendre des trucs, tu vois. Quel était ton premier contact, du coup, avec l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Mon premier contact avec l'entrepreneuriat, c'était pendant ce fameux stage où souvent le prof nous balançait des punchs de Zuckerberg ou de trucs comme ça. Ah ouais? Ça, c'était un premier truc qui met des idées dans la tête, tu vois. Quand tu dis des punchs, c'est-à-dire que c'était des citations qu'aurait pu dire Zuck à l'époque, quoi. C'était la fameuse citation de Facebook Done today is better than perfect tomorrow, tu vois. Tu vois, pourquoi je sais pas, je regarde l'accent jusqu'à la fin du podcast. T'avais ça. Et c'était des choses comme ça qui faisaient travailler. Ensuite, tu tombes sur des vidéos de David Laroche. Ensuite, tu tombes sur des vidéos de Théophile Hélier. Tu te dis, apparemment, on peut faire de l'argent sur Internet. Tu vois Thibaut Inchep qui cartonne. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport. Donc, je me dis, je peux peut-être faire un business sur ce sujet-là. Et c'était parti sur ces rails-là à la base. Ok, ouais. C'est marrant comme les influenceurs, entre guillemets, les créateurs de contenu au business ont incité, ont converti en fait des milliers de personnes dans l'entrepreneuriat, et l'impact d'un Antoine BM, d'un Olivier Roland, de Théophile Hélier, tous ces gens-là qui ont été un peu les pionniers, qui ont créé du contenu. En fait, il a été énorme en réalité. Même dans Oussama Hamar d'une certaine manière, plutôt pour la partie start-up. En fait, les créateurs de contenu YouTube sur l'entrepreneuriat ont créé une génération d'entrepreneurs. Et ça, c'est juste incroyable. Chaque fois que je pose ce genre de questions, souvent on me répond ça. On me dit, je commence à regarder un peu des vidéos à droite à gauche, et tu te dis la transmission, quoi. Donc hyper. Et donc en fait rapidement, donc tu te mets à bosser à créer en fait du contenu autour du sport. T'avais une niche particulière? Au début, non, je voulais servir tout le monde de toutes les manières. Du coup, ça a fait un business qui n'a pas marché. Je vais pas dire le nom parce qu'on peut retrouver encore des vidéos sur YouTube et j'assume pas fou. D'abord, c'était pour tout le monde, tu vois. Et puis en plus, je te disais, voilà, et en plus, je vais te faire prendre confiance en soi, nanani, nanana. C'était vraiment freestyle. Et en fait, en affinant et en voyant moi aussi les connaissances que j'avais, je me suis dit en fait non, on va faire de sport et muscu et motivation surtout. Moi j'avais cet angle motivationnel de tu vas t'y mettre cette fois, putain. Pour les geeks en fait. Ok. Donc t'avais ce côté muscu pour les geeks qui sont derrière leur ordi toute la journée, et donc c'était un peu ta niche. Ça a duré combien de temps ce business? Enfin, c'était vraiment quelques mois ou plus longtemps? Non, c'était quelques mois. J'ai bossé comme un malade sur ce business pendant 6 mois, je pense. J'ai tourné un programme avec un pote. On a beaucoup ri. Il y a des vidéos. On a fait mes premières vidéos YouTube. On a beaucoup ri. J'ai beaucoup souffert parce que t'es là à faire 3 prises où t'es en train de faire tes squats et du coup c'est l'enfer sur terre. Mais c'était chouette. Et ça a duré 6-8 mois à fond. Ouais. Vraiment à fond à cette époque. Et quel a été le pont entre ce que tu venais de créer et plus la persuasion, le copywriting, un peu ce qui a pris beaucoup de place ces dernières années dans ton business? Quel a été le pont? Parce que j'imagine que forcément tu as dû utiliser du copywriting pour vendre tes formations, mais est-ce que ça a été simplement ça, ou est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, quelque chose qui t'a fait switcher entre ce business-là et ton activité de copywriting? Il y a plusieurs choses en fait sur lesquelles j'ai travaillé sur ce business, et la première, vu que YouTube c'était ma source d'acquisition, c'était OK. J'ai joué le YouTube game. Donc le YouTube game, c'est comment tu fais pour faire du watch time. Comment tu fais pour que les gens y restent de la minute 1 à la minute 12, tu vois. Ouais. Et déjà ça, t'as des enjeux
de maintenir l'attention des gens. Donc, tu as des techniques de copywriting pour ça, par exemple, des techniques de persuasion pour qu'ils restent jusqu'au bout. Tu as aussi des techniques pour susciter l'intérêt des gens et qu'ils restent avec toi et que tu leur apportes des choses et qu'ils fassent l'action que tu veux faire. Ça, c'était un premier élément. En même temps, j'avais mon petit tunnel de vente qui était bien sympa, ma page de vente qui était à chier, mes emails qui étaient chouettes, et je me disais, les emails, j'aime bien, je m'amuse, je raconte un peu ma life, je fais des blagues, il y a des gens en face, ils achètent des produits puisque j'avais sorti un petit ebook, tu vois, je me dis, c'est pas mal. Et ça faisait plusieurs fois que j'entendais le mot copywriting, et je me disais, writing, c'est quand même stylé. Spoiler alert, le copywriting, c'est 80% de recherche, d'analyse et de construction, et c'est 20% d'écriture. Donc, c'est pas un métier d'écriture. Pas l'inverse, en fait. Néanmoins, ça m'a plu. Et je me suis dit, vas-y, moi ensuite j'ai eu l'opportunité de potentiellement bosser chez Marketing Mania. Finalement, ça s'était pas fait, tu vois, et j'avais discuté avec Stan en lui disant, c'est quoi vos besoins pour le futur? Il me dit, franchement, le copywriting, ça va être un truc. Stan ne parle pas du tout comme ça, c'est la pire imitation de Stan. Et je me suis dit, vas-y, on va y aller à fond sur ce truc-là, puisque moi je kiffe faire mes emails. La vente, ça me fait quand même délirer. Ça fait un moment que je rêve, moi, secrètement, de faire concepteur-rédacteur, vraiment depuis, je pense que j'ai emménagé à Paris, donc juste après le lycée, donc depuis mes 18 ans, je me dis, putain, le métier de concepteur-rédacteur, c'est un truc qui me ferait kiffer, que ce soit des affiches pour le cinéma, que ce soit des bandes annonces pour le cinéma, vendre des produits, tu vois, vendre de la lessive. Ça me faisait kiffer, mais je me disais, non, toi, t'es une vieille licence de lettres modernes, qu'est-ce que tu parles, en plus? Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? Vendre des trucs avec des idées, tu vois. C'est vraiment les deux choses où moi j'aime bizarrement vendre des trucs. Ma mère te dira c'est bizarre, moi je déteste, mais apparemment ça tient de ma grand-mère. Apparemment, puisqu'elle elle avait un commerce. Et ça, et aussi vraiment ce côté créatif. Et aujourd'hui, c'est encore un truc où je me dis, si aujourd'hui on me proposait quand même beaucoup d'argent, et que je redevienne salarié dans une boîte, ce serait uniquement pour faire de la conception rédaction en mode ok, on va penser tes pubs, on va penser une campagne pour Coca-Cola, on va créer des bandes annonces pour des films. Ça, c'est l'un des rares trucs qui je pense pourrait me refaire basculer dans le salariat juste pour l'expérience, parce que ça me fait délirer. Donc t'as vraiment développé un intérêt pour le copywriting qui en fait trouve ses racines plusieurs années auparavant, parce que ça t'a toujours fait vibrer en fait, d'utiliser les mots pour convaincre en fait. Ouais, les mots, les leviers psychologiques, ça c'est un truc que je raconte souvent, mais quand j'étais petit, je voyageais beaucoup avec mes parents. Et quand tu voyages beaucoup, tu vas un peu aux États-Unis, et du coup quand tu rentres, t'as un décalage horaire, et du coup tu dors pas la nuit, donc le matin tu te lèves, il est 5h du mat, 4h du mat, les dessins animés, il y a pas à cette heure-là, mais qu'est-ce qu'il y a téléachat, donc toi faute de mieux, tu regardes téléachat, et je crois que ça a construit mon cerveau autour de vendre des putains d'aspirateurs à 49 € au lieu de 123, tu vois. Des robots de cuisine aussi, tout. Des trucs pour perdre du poids, évidemment. Waouh, mais c'était extraordinaire! Voilà, ces choses-là. J'ai les images encore dans ma tête. Incroyable. Je pense que je suis flingué. Ça t'a framé. Ah ouais. Totalement. Et justement, je fais le pont avec la psychologie humaine. On continuera à parler tout à l'heure du copywriting et de tout ce que t'as développé en tant que business, mais toi, une de tes compétences, effectivement, c'est comprendre la psychologie humaine et comprendre du coup les comportements d'achat, les comportements des gens, le désir, la curiosité, ces sujets-là. C'est passionnant à chaque fois qu'on en parle. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Qu'est-ce que les entrepreneurs ont du mal à comprendre sur ce sujet de la psychologie humaine? J'ai une réponse qui me vient, mais elle va pas plaire à beaucoup de gens. Plus je connais la psychologie humaine, il peut y avoir deux écoles. Plus tu connais l'être humain, plus tu le trouves soit beau, plus tu le trouves soit décevant, soit pas ouf. Moi, plus justement je comprends les leviers de vente et toutes ces choses, plus j'ai d'expérience avec ça, plus je connais la psychologie humaine, plus je suis cynique sur notre monde en fait. C'est triste à dire, mais du coup, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est que, surtout les entrepreneurs, c'est que tes clients sont pas forcément aussi brillants que ce que t'aimerais. Enfin, c'est pas brillant le mot, mais ils sont pas aussi sophistiqués en tout cas que ce que t'aimerais. Ils sont pas aussi éduqués forcément que ce que t'aimerais. Et oui, des techniques basico-basiques nulles qu'on va considérer nulles fonctionnent. Et t'as juste appuyé aussi au bon point émotionnel d'un être humain pour lui faire ce que tu veux.
D'où le côté forcément où tu te dis mais si c'est si simple que ça, en fait, l'être humain est manipulable entre guillemets Carrément. et se fait manipuler et irrationnel. Il y a un livre qui s'appelle Predictably Irrational de Dan Ariely qui dit qu'en fait on est irrationnel mais de façon totalement prédictible en fait. C'est ça. Et ouais, et donc du coup c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait on n'est pas si rationnel que ça quoi en fait. Ouais. Et surtout chez les entrepreneurs, en fait, même nous, on n'est pas si clever que ce qu'on croit être. Je veux dire, regarde aussi tes habitudes d'achat toi-même en disant ouais non moi je suis au-dessus de tout ça, et regarde les derniers produits que t'as achetés, regarde pourquoi tu les as achetés, regarde le marketing qui a été fait. Non, t'es pas meilleur Ouais. T'es pas au-dessus de ça, tu vois. Même en comprenant, même en étudiant la psychologie humaine, on tombe quand même dans des biais incroyables. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur les biais cognitifs qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur de Olivier Sibony. Très, 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 très bon livre. Et en fait, au début du livre, il dit, bon, vous êtes biaisé et vous ne pourrez jamais corriger ces biais. C'est-à-dire que même en lisant ce livre, en apprenant par cœur les titres de chapitres, etc., vous pourrez pas les corriger. Parce qu'en fait, par définition, vous êtes biaisé, quoi. Par contre, c'est bien d'en avoir conscience. Et notamment dans une configuration qui est souvent la configuration majoritaire, c'est quand tu travailles avec d'autres gens. Parce que toi, t'as du mal à reconnaître des biais. T'es victime de tes biais. Mais par contre, tu peux voir les biais chez les autres. C'est ça. Et ça, cette phrase-là, elle est incroyable parce qu'elle introduit le livre. Donc ensuite, ça donne envie de lire le livre. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est intéressant dans la performance collective. C'est intéressant dans un contexte où tu te fais coacher, par exemple, où tu coaches des gens, où tu accompagnes. On voit les biais chez les gens, on a du mal à les voir sur nous. Ce qui laisse entendre que pour être plus intelligent, moins manipulable, bah, faut qu'on soit solidaire et qu'on s'entraide et et j'ai trouvé ça assez fou comme réflexion. Mais oui, on est biaisé, quoi. On le sera toujours, même si tu connais tous les biais par cœur, ouais. T'es biaisé. Et si tu rencontrais le PB d'il y a quelques années qui connaissait rien du tout à tout ça, quels sont les grands principes intemporels un peu que t'aimerais lui partager pour lui faire gagner du temps? Je lui confirmerai que c'est bien ce qu'il a fait en lisant le livre Comment se faire des amis. Ça, c'est la base. En fait, tous les conseils que je pourrais lui donner sont dans ce livre. Prends-le, applique-le. Il y a certains points où ne t'oublie pas dans le process parce que ça peut être un problème dans Comment se faire des amis, ou ça va être en gros c'est comment définir ce livre. Ouais, je peux pas te faire un résumé là comme ça en 5 minutes, mais tu vas t'intéresser profondément à l'autre, tu vois, ce qui est une bonne manière d'être déjà, la base. Maintenant, attention à pas t'oublier dans le process et à ne jamais parler de toi et à pas échanger parce que sinon tu vas juste devenir progressivement invisible aux yeux des personnes en face. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est intéresse-toi profondément aux gens, continue de t'intéresser profondément aux gens, mais y a encore plus d'intention. Et moi, je sais qu'un gros défaut que j'avais et que du coup j'ai effacé depuis, c'est arrête de dire aux gens oh, non, je l'ai pas si effacé que ça. Quand ils font mal quelque chose, en gros, ton avis, on s'en tape, la personne en face, elle va juste se sentir mal en fait. Quand, genre, si vous êtes pas d'accord, c'est ok de pas être d'accord. N'essaye pas forcément de ramener quelqu'un à toi ce que tu lui dis en lui imposant ta vision. Ouais. Il va plus justement travailler sur ses leviers, sa psychologie pour éventuellement la persuader. Mais si une personne a un avis, lui dire qu'elle a tort et qu'il faut faire autrement, c'est la pire manière de la persuader, tu vois. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est effectivement une des leçons en fait de ce livre, de se dire ne cherche pas à débattre en fait, ne cherche pas à convaincre à tout prix. Ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'on a de vouloir convaincre, ramener les gens à notre. N'essaye pas d'avoir raison. D'avoir raison, voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est le titre, c'est ça, ne pas avoir raison, ne pas chercher à avoir raison. Et c'est un peu contre-intuitif. Donc ouais, tu lui dirais ça. Ouais, quoi d'autre d'essayer d'avoir raison parce que chieur. Quoi d'autre? Arrête d'essayer d'être trop clever, tu vois. Alors j'ai pas de bonne traduction du mot clever, mais c'est toujours ah tiens, je vais faire un truc qui est plus malin que les autres. Non, parfois le basique ça marche aussi, tu vois. Ouais. C'est un truc que je dirais, ça je sais que c'est encore un problème que j'ai où j'essaye toujours de faire trop clever et non, simplifie. Un autre grand principe que je pourrais me donner, focus sur un truc, quoi. À l'époque, je partais dans tous les sens, j'avais plein d'idées. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais du coup, maintenant, elles vont dans un carnet et puis elles y restent, tu vois. Ouais. Focus et ne va pas chasser 3 lapins en même temps. Je sais pas si on chasse les lapins, mais peu importe. Mais je vois où tu vas en dire. Ça, focus sur un truc. Ouais, restez focus. Tu vois,
le côté focus, en fait, je me suis rendu compte que quand on travaillait seul ou quand on était solopreneur, indépendant, ou qu'on travaillait avec une toute petite équipe, que grosso modo on avait voilà une petite structure, finalement, la majorité des problèmes vient du fait que on n'est pas focus, qu'on est extrêmement distrait et qu'on a du mal en fait à se concentrer sur ce qui compte. Et la productivité, c'est juste faire ce qu'il faut au moment où il faut, quoi. Grosso modo. Et ça, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est ça qui est compliqué. Et dans les accompagnements que j'ai pu faire ces dernières années, je me suis rendu compte que 80% des problèmes, c'était juste lié au focus, au fait de dire, de finir ce qu'on a commencé, de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et je dirais, le deuxième point, ça serait aussi d'être dans l'action. Toi qui aimes bien les scénarios et les films, dernièrement, j'ai revu Gladiator. Mhm. Et dans Gladiator, il balance une punchline que j'avais jamais compris jusqu'avant avant de le revoir. C'est ce que tu fais dans la vie résonne pour l'éternité. Il dit, ce que vous faites dans la vie résonne pour l'éternité. J'avais jamais trop compris ce que ça voulait dire. Et j'ai eu une compréhension de cette phrase qui est très subjective, mais j'ai de la partager. C'est qu'en fait, ce qui est important dans cette phrase, c'est le verbe faire. Ce que tu fais dans la vie résonne, c'est-à-dire créer ta legacy, etc. Mais ce que tu fais, pas ce que tu penses, pas forcément ce que pas les paroles, etc. Pas les conflits internes que t'as, mais ce que tu fais, ce que tu matérialises, en fait, ce que tu crées dans la matière. Et en fait, j'ai un peu compris ça comme ça, et je me suis dit, finalement, le point commun de pas mal d'entrepreneurs, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, le point commun de pas mal d'entrepreneurs qui ont des belles réussites, c'est qu'ils sont dans l'action, ils font, sans trop réfléchir d'ailleurs. Et t'avais dit dans un de tes posts que en gros, faut pas trop se poser de questions, quoi. Pas trop réfléchir. Et je fais le pont avec le fait d'être clever. Pas trop réfléchir, puis aller faire, quoi. C'est le plus dur. C'est le plus dur. On me l'a encore dit là aujourd'hui. J'ai déjeuné avec une pote qui m'a dit ah ouais, mon mec il me dit tout le temps ça. Différence entre un entrepreneur qui avance, réussit et quelqu'un qui stagne, c'est vraiment la vitesse d'exécution en fait, la vitesse de passer à l'action. C'est t'as une idée, exécute-la. C'est déjà prendre une idée, avoir une idée, prendre une décision dessus, parce que déjà prendre une décision ça peut te prendre 6 mois, tu vois. Ah ouais, je sais pas, voilà. Et ensuite c'est l'exécuter massivement et vraiment, et ça c'est très dur aussi quand t'es entrepreneur justement, que t'as plein d'idées, que t'as plein d'envies. C'est ok, j'ai l'idée, je l'exécute et je me mets maintenant dans un tunnel où je vais devoir exécuter sur cette idée. Et c'est là que ça devient difficile. Au début c'est bien, c'est excitant comme le début d'une relation. Et après, après c'est du travail en fait. Après ça devient chiant. Et là c'est là aussi le travail de ces personnes de soit persévérer, soit déléguer, soit faire autrement. Mais en tout cas c'est d'abord exécuter massivement sur les choses le plus rapidement possible. Comment lutter contre ce besoin de variété? On a envie de faire plein de choses différentes. J'ai l'impression que c'est très humain. Certains l'ont plus développé que d'autres. Je sais avec toutes les discussions qu'on a pu avoir, toi, t'as ce besoin-là qui est assez développé de faire plein de choses, de se lancer dans plein de projets. Comment lutter contre ça, ou en tout cas, comment réussir à développer un business stable malgré cette soif d'autre chose en fait? 2 conseils. Petit process et tout. Première chose, c'est remettre à plus tard, tu vois. C'est ok, quelles sont mes priorités aujourd'hui? J'ai ça, ok, très bien. Je le mets dans un carnet, je le mets dans un Notion, je le mets où tu veux, mais tu le mets pour plus tard. Je l'élimine pas, mais là, aujourd'hui, c'est pas le bon moment, il y a d'autres priorités. Mais l'idée, elle est chiante, mais elle m'excite. T'as la montée d'excitation, parfois t'as envie de t'y mettre tout de suite. On se calme. Si c'est un contenu, vas-y. Si c'est un nouveau business, vas-y peut-être pas, tu vois. Si t'en as déjà un qui est en train de bien marcher et que c'est le moment de continuer à le développer. Donc déjà, reporter, poser, écrire, noter, reporter, tu vois. Pour être sûr de ça existe, je vais pas l'oublier, c'est bon, il est là, il est bien au chaud, et puis peut-être que je vais revisiter ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, au moment où ça pourrait être plus opportun, tu vois. La deuxième chose, c'est ok, ça a l'air chambé sur le papier, mais est-ce que ça correspond, cette idée, à la vie que moi, profondément, j'ai envie de mener? Parce qu'on a aussi cette tendance, justement, en tant qu'entrepreneur, à se lancer sur des trucs, à se créer des prisons ou à se créer des trucs infernaux, juste parce que j'ai une bonne idée, ça va me plaire, et puis derrière, t'es là, c'est putain, quelle idée de merde j'ai eu de faire ce truc-là. Ouais. C'est se poser sur, ok, quelles sont les conséquences de cette décision? Quelles sont les conséquences de faire ça? Et est-ce que ça correspond à moi, la vie que j'ai envie de mener? Peut-être que je suis pas au clair dessus et c'est complètement ok. Mais en attendant, si t'es au clair sur la vie que tu veux,
Là, moi, je me posais une question. Aujourd'hui, je me disais, tiens, dans 6 mois, j'ai bien envie de partir au Japon et de passer un mois là-bas, tu vois. Les décisions que je prends aujourd'hui et les projets que je fais aujourd'hui vont impacter cette décision. Si je décide de faire quelque chose où je dois être en France dans 6 mois, bah, je lance peut-être pas ce projet, tu vois. Ouais. Parce que j'ai envie d'être au Japon dans 6 mois. Ouais. Donc, prendre en compte un peu tes désirs et à quoi va ressembler ton quotidien. En fait, souvent, on revient un peu au quotidien, hein. Faire partir dans tel ou tel business, ça change ton quotidien totalement. Entre passer son quotidien à faire des interviews, comme on est en train de le faire, et passer son quotidien à, je sais pas, vendre des formations, enfin, c'est quand même rien à voir. On pense au résultat final, souvent. Ça va me ramener tant d'argent, ça va me permettre de développer comme ça. Et on oublie souvent le quotidien. Et le quotidien, mine de rien, c'est ce qu'on dit, hein, c'est la vie, c'est juste une succession de quotidiens, hein, une succession de journées. C'est ça. Mis bout à bout, bah, ça fait ta vie en fait. Et donc si toutes tes journées, tu les vis pas comme tu aurais envie de les vivre, c'est ça. Forcément ça peut créer de la frustration. J'aimerais qu'on parle d'un tout autre sujet. On va parler un peu de marketing, parce que je sais que t'aimes bien ça et que t'es bon là-dedans. Dans un de tes posts, t'as dit que tu faisais un peu le parallèle entre les jeux vidéo et le business. Ouais. Et tu disais le business, c'est un jeu pay to win. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, qu'est-ce qu'un jeu pay to win? Un jeu pay to win, ça va être, par exemple, allez, je veux pas dire de conneries, mais non, c'est peut-être plus c'est un pay to win, le truc où tu tombes du ciel et putain, le gars, le boomer, quoi. Ouais, le Fortnite. Oui, bah, disons que tu peux jouer sans payer. Pay to win, c'est plus les jeux du type civilisation, enfin, tous ces jeux-là un peu, Apparemment, non. Ok. Un jeu on recadre. Un jeu pay to win, c'est un jeu dans lequel, t'as une base qui va être là. Ça peut être un jeu effectivement qui est payant ou qui est gratuit à la base, mais ce qui est sûr, c'est que plus de toi tu vas mettre de l'argent, genre si je prends Genshin Impact, qui est un gros RPG inspiré de Zelda et compagnie, t'as ton personnage de base, et si tu veux plus de personnages, tu peux gratuitement poncer le jeu pendant des heures et des heures, ou mettre ta carte bleue et dire bah j'ai un personnage plus fort parce que j'ai acheté 10 fois un truc qui me permet d'avoir des tirages de personnages. Et voilà, si tu pay to win, tu vas gagner plus d'armes plus fortes, tu vas gagner des personnages plus forts. Et en fait, tu vas arriver avec bam, j'ai mis 1000 tables sur la balle, non, 1000 balles sur la table, je suis plus fort que toi, je te casse la gueule. C'est une très très longue introduction pour expliquer le pay to win. Le business, c'est la même chose en fait. C'est qu'au début, soit t'as deux options. Si t'as de l'argent, tu peux mettre tout de suite de l'argent pour soit payer des gens pour faire les choses à ta place, soit pour acquérir des clients grâce à la pub et grâce à la pub. Donc tu mets de l'argent, tu gagnes, tu vas plus vite. Si t'as pas d'argent, c'est comme dans le cadre de ces jeux-là où normalement t'as du temps. Si t'as ni d'argent ni de temps, soit t'as un problème au niveau de ta gestion de ton temps, soit t'as un problème au niveau de ton taf. Ce qui peut aussi arriver où tu as un problème au niveau des priorités où tu mets ton argent. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, le business, si tu veux aller plus vite, si tu veux gagner plus que les autres, c'est plus facile si tu mets de la thune, en fait. Ouais. Et que ce soit dans l'investissement, dans du coaching, dans de la pub, dans tout ce qui nécessite d'utiliser l'argent comme un accélérateur. C'est ça, comme un levier. Et pas freiner justement à se dire non, c'est mal ou j'ai pas envie ou tout ça. Moi, je me souviens quand j'étais freelance, on m'avait parlé de prendre une assistante ou un assistant. J'étais là, mais c'est impensable pour moi de prendre un ou une assistante, tu vois. Et c'est un client qui me disait ça, mais si, ça va aller plus vite pour toi, tu vas être chillax. Je me disais, mais non, t'as vu le gars en fait. Le jour où j'ai pris ma première assistante, plus jamais j'en revenais en fait. J'avais toujours besoin de quelqu'un qui bosse avec moi en fait après. Donc, si t'as ce cash, effectivement, le business est un jeu de pay to win et je t'invite à l'utiliser pour utiliser ces effets de levier. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est pas tellement dans notre culture de se servir de l'effet de levier de l'argent. On est plus dans une culture, j'ai l'impression, où on dit on va recruter peut-être, on va servir on va dire du capital humain pour développer son business. Et pas forcément, on n'est pas sur un jeu d'argent comme pourraient l'être les Américains, où j'ai l'impression que le capital financier est assez important pour eux dans tout ça.
Et j'ai l'impression que c'est pas tellement dans notre culture, tu vois, d'être un peu dans ce côté. Il faut que je mette de l'argent pour avancer en fait. On aimerait ne pas le faire, on aimerait avancer sans mettre de l'argent. On a un peu ce côté. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si c'est proprement de chez nous ou moi aujourd'hui j'évolue plus avec pas mal d'entrepreneurs où c'est plus un problème, tu vois. Donc ça dépend aussi peut-être du niveau où t'en es dans ton business. Moi je vois quand j'étais freelance justement c'était impensable. Maintenant c'est complètement ok. Il y a effectivement ce frein à l'investissement, ce frein à dire je mets de l'argent pour pas avoir des résultats automatiques, mais je mets de l'argent pour me développer personnellement, pour investir en moi et du coup gagner la game à la fin. Et est-ce que c'est injuste? Oui, c'est injuste. Celui forcément qui a plus de thunes, il va aller plus vite. C'est pour ça qu'il faut gagner de la thune. Et maintenant, est-ce que c'est un truc propre à chez nous? Là, je saurais pas te dire. Je pense que les Américains aussi ont besoin de persuader leurs audiences de ça, d'investir, de déléguer, d'utiliser ces effets de levier. Je sais pas si c'est propre à nous. Ouais. Qu'est-ce que t'apprécies dans la façon de faire du business en France? Waouh, c'est une grosse question. Je sais pas faire du business ailleurs, donc je peux pas te dire que l'herbe est plus verte ailleurs parce que je sais pas à quoi elle ressemble. C'est peut-être plus facile de vendre à des Américains parce que leur carte bleue c'est comme les clés de leur maison, ils l'utilisent 40 fois par jour apparemment, et c'est peut-être un peu un cliché. Quels sont les avantages à faire du business en France? Franchement, je saurais pas te dire parce que je sais pas quels sont les avantages ailleurs. Ouais. Tu vois, je posais cette question parce qu'en fait, on a tendance un peu à s'auto-flageller en se disant la France. Et en fait, je pense qu'on est quand même un pays inventif avec pas mal de passé dans les sciences, dans les inventions incroyables. C'est-à-dire que au début du 20e siècle, les Elon Musk du monde étaient français en fait. Yes. C'était toutes les personnes qui bossaient autour de l'électricité, c'était les frères Lumière, c'était tout ça. Et j'ai l'impression qu'on perd un peu cette bienveillance à l'égard de l'entrepreneur français. Et un truc que j'avais vu aussi je sais plus où d'ailleurs, dans notre podcast probablement, c'est qu'en fait en France on a un peu cette culture de salon. C'est-à-dire qu'on aime débattre, on aime parler, on aime refaire le monde, faire ce qu'on fait là par exemple, on aime se plaindre, on aime faire la grève. Aussi, tu vois, mais on aime bien les débats, on aime bien parler, on aime bien parce qu'il y a eu cette culture au XVIIIe siècle des salons où les gens venaient discuter. Et je trouve que ça c'est assez français. On a aussi un rapport à l'art qui est quand même assez développé par rapport aux anglophones, disons aux Américains. Et ouais, parfois je t'ai posé cette question parce que je me suis dit on se flagelle pas mal alors qu'en fait on a des atouts assez incroyables. Et je pense qu'on peut être fier de ça. Qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs, surtout des infopreneurs qui peut-être décident de partir à Dubaï ou dans des endroits comme ça? Moi je suis assez ambivalent sur la question, enfin je suis assez nuancé, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Ouais. Je craignais la question. Du coup, qu'est-ce que je pense des entrepreneurs qui, par exemple, décident de partir à Dubaï? Ils font bien ce qu'ils veulent. Tout dépend pourquoi ils veulent partir à Dubaï, tu vois. Ouais. Si ils veulent partir à Dubaï pour payer moins d'impôts et que derrière ils créent leur société à Dubaï, mais qu'il faut qu'ils prennent 19 fois l'avion par an parce que il faut qu'ils aient un pied machin, un pied à droite, un pied à machin, parce que t'as un principe qui s'appelle un peu le principe des 5 ou 6 drapeaux, je ne sais plus, où faut être un peu partout pour pas payer d'impôts. Ces gens-là font bien ce qu'ils veulent, mais je leur vraiment sur la gueule en fait, sincèrement. Je veux dire, c'est catastrophique. T'es un putain d'égoïste qui est juste là. Vas-y, je veux pas payer d'impôts. Et je veux dire, au bout d'un moment aussi, tu gagnes tellement d'argent. C'est ok de gagner beaucoup d'argent, mais si tu payes plus d'impôts, c'est parce que tu gagnes plus d'argent déjà. Donc c'est déjà un principe assez basique. Moi, je suis très content d'avoir les aides que j'ai en France. Je veux dire, mon hôpital, le fait que moi aussi j'ai pu profiter du chômage aujourd'hui, je suis très content de pouvoir redonner ça à d'autres personnes qui peuvent aussi en bénéficier, tu vois. Donc vraiment, ils font ce qu'ils veulent, mais je leur pique à la gueule. Maintenant, surtout si derrière c'est pour prendre l'avion 19 fois par an et avoir une empreinte, 19 fois voire plus, et avoir une empreinte écologique totalement abusée
et que leur vie derrière c'est du bling bling. Après, si ta vie c'est du bling bling, ça c'est complètement ok, t'as tes goûts, t'as tes trucs. Par contre, c'est juste que des valeurs que je trouve à chier de se barrer juste par principe de je veux pas payer d'impôts. Oui, bien sûr, probablement nos impôts ils partent n'importe comment, tu vois. Bien sûr, c'est une évidence, mais il y en a quand même une partie qui partent dans des bons endroits dont on bénéficie, surtout quand derrière je pars à Dubaï, mais quand il est question d'aller à l'hôpital, je reviens me faire soigner à en Sainte-Mère Patrie, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc il y avait Jérémy Coleman qui avait mis une story où il avait dit en passant ta vie à essayer de payer moins d'impôts, en fait t'oublies que tu pourrais la passer à augmenter tes revenus. C'est ça. Et t'en foutre des impôts. Exactement. Et je m'étais dit Coleman, mais boss. tellement en fait. C'est ça. Au lieu de se dire ok je vais essayer d'optimiser, gagne bien ta vie en France. Je sais qu'un Antoine BM par exemple, il a toujours payé ses impôts, enfin d'après ce qu'il dit en tout cas, il a toujours payé ses impôts en France, il fait son truc, voilà, il habite à Paris. Et je pense que c'est intéressant. Je peux comprendre certaines personnes qui ont envie de changer d'endroit, tu vois, de lieu de vie aussi. Mais c'est vrai que partir uniquement pour moins payer d'impôts, ça peut être moralement discutable, on va dire. C'est ça. Et c'est très juste ce que tu as dit, où en fait, c'est quand même aussi beaucoup des entrepreneurs qui vont te dire concentre-toi sur à la fois les bonnes choses, le business, concentre-toi sur les bonnes actions, et puis élimine le superflu, et puis toutes ces choses, et puis fais en sorte d'avoir le minimum de tâches aussi dans ta journée par rapport à tes objectifs, des choses comme ça. Bref, sois focus et concentre-toi sur les bonnes tâches pour faire évoluer ton business, mais qui vont mettre une énergie dingue juste pour pas payer d'impôts, quoi. Ouais. Et c'est là, justement, augmente ton niveau de vie et ça va bien aller. Mais derrière, moi, je vais quand même me faire chier à voyager tout le temps, avoir des fiscalistes, des machins, des trucs, pour pas payer d'impôts. Excuse-moi, mais là, mec, ton espace mental, il est niqué autant que si tu payais des impôts. Ouais. Ça me fait penser à tout ce qui est marketing de la peur, un peu. Je trouve que on est un peu il y a pas mal d'infopreneurs qui choisissent, on va dire, cette brèche, on va dire psychologique, qui est de dire attention, le cataclysme arrive, donc il faut acheter X, il faut acheter Z. Ça fait partie de la psychologie humaine, tout ça. Mais moi, ce que je constate, c'est que t'es toujours assez optimiste dans ta façon de voir le monde, et je te trouve assez porté sur le positif, en fait. Et c'est assez naturel chez toi. Je t'ai jamais vraiment entendu dire soit utiliser ces leviers-là, soit dire voilà, ça va pas, on est en train de partir en live total. Comment t'expliques ce trait de caractère que t'as d'être plutôt optimiste, d'avoir cette niaque, cette confiance un peu dans l'avenir? Je sais pas si je suis vraiment optimiste et j'ai une confiance en l'avenir. J'ai longtemps eu cette confiance en l'avenir, et là, moi, le développement des IA et toutes ces choses m'inquiètent pour le futur général de la société. Mais dans tous les cas, c'est, je veux dire, je peux rien y faire. Déjà, ça c'est une première chose. Moi, je peux kiffer ma vie, ça va être cool. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas vraiment si je suis optimiste. Est-ce que parfois je vais jouer moi sur la vente sur des leviers de peur? Ça peut arriver, tu vois, mais je vais pas le faire dans l'intention de faire peur à la personne pour qu'elle fasse une action à son détriment. Moi, quand je vais partager ces leviers de peur, c'est des leviers de peur que j'ai eus, c'est des leviers de peur que j'ai parfois encore et que je vais aussi partager à mon audience, tu vois. C'est les IA arrivent, peut-être si t'es copywriter et que tu te contentes d'écrire, moi je te le dis et je vais te faire peur. T'es foutu dans 6 mois, tu vois. Mais c'est une vérité, et pour le coup, je fais pas ça pour faire peur à la personne, je fais ça pour lui dire la vérité. T'es foutu dans 6 mois si tu te contentes d'écrire. Ça, c'est pour les trucs. Maintenant, sur le reste de l'optimisme, c'est très drôle parce que je me considère pas du tout comme un mec optimiste. Mais tu vois, c'est ce que tu dégages pourtant. Pessimiste, toujours. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'IA? Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment? Ce qui m'inquiète vraiment, au-delà de tous les changements qu'il va y avoir dans le paysage professionnel dans le monde, et limite c'est une bonne chose parce qu'il y a plein de bullshit jobs qui vont sauter, des gens du coup qui vont se retrouver au chômage à la rue. Là ça va être triste, mais ensuite peut-être que ces gens ils vont peut-être enfin faire ce qu'ils ont envie de faire, donc ce sera un mal pour un bien, tu vois. J'espère, je suis optimiste par rapport à ça. Plutôt optimiste cette réponse. C'est toujours ça va bien se passer à la fin. C'est vrai que t'as ce côté stoïcisme où je me dis à la fin c'est toujours pour une bonne raison. Parfois la fin elle peut arriver tard. Et néanmoins,
Ce qui, moi, m'inquiète vraiment avec l'IA, c'est que même moi, je me rends compte, l'IA est déjà en train de me rendre feignant, tu vois. Quand je vais créer des posts, je vais moins utiliser mon cerveau, je vais plus utiliser le sien, déjà. Pour me donner des idées, pour améliorer mes tournures de phrases, pour améliorer mes posts. Ça, c'est que le début. Demain, tu peux avoir des IA qui vont enseigner à tes enfants. Demain, tu peux avoir des IA qui vont faire à peu près tout ton taf à ta place. Ça, c'est sûr. Et après, tu mets des robots, c'est en développement. Je veux dire, on y arrive. Au bout d'un moment, nous, êtres humains, on va être en mode, OK, je suis probablement très, très chillax. Ça, c'est une bonne chose. On devient un peu feignant. Bon, c'est déjà le cas depuis des années, mais ça, admettons. La vraie inquiétude que j'ai, c'est que bientôt, on n'aura plus de sens critique. Déjà que le sens critique, en tout cas en France, moi, de ce que je vois, il est claqué au sol. Et là, ce sera encore pire parce que, du coup, toutes tes décisions, potentiellement, toutes tes réflexions, tout ce que tu fais aura potentiellement été dicté par une IA. T'es pas à l'abri que dans 20 ou 30 ans, ton président, il fait juste ce que l'IA lui a dit, tu vois. Et toi, tous les matins, faut que je prenne une décision, je vais demander à l'IA. Et c'est l'IA qui dirige ta vie. Et toi, t'es plus libre, en fait. T'es juste en train de mener une vie qui est dictée par un robot parce qu'on t'a dit que l'IA, grâce à ses connaissances, elle a les meilleures solutions, potentiellement, pour toi. Je suis pas sûr. Peut-être que ce sera un monde merveilleux, mais un monde dans lequel les 3/4 des gens n'utilisent plus leur propre jugement, où les décisions sont prises, où les lois sont votées, où les décisions sont prises dans des grandes entreprises, sont définies par un robot et non plus par un être humain qui prend ses décisions lui-même. Bah ça y est, t'as juste dépassé le dernier palier pour ne plus avoir de liberté quelque part. Tu vois. Ce qui te fait peur, c'est que le libre arbitre, il dégage. Déjà que techniquement, je suis assez limite sur le libre arbitre en général à cause de la psychologie humaine. Ouais. Mais alors là, c'est terminado, quoi. Alors comment se prémunir de ça? Continuer de remettre en question tout ce que t'entends, tout ce que tu lis, tout ce que t'écoutes. Continuer de t'éduquer, toi aussi. Tu peux t'éduquer grâce à l'IA, ça c'est chambé, tu vois. Continuer de prendre aussi des décisions qui potentiellement c'est un peu abstrait mais partent de toi et pas de juste l'IA m'a dit qu'il fallait faire ça, tu vois. C'est un peu comme oh putain, on va passer le point Godwin dans 3 2 1 pendant la Guerre mondiale quand on dit quand les gars au moment des procès des nazis, on leur a dit j'ai juste suivi les ordres, tu vois. Bah ça va être pareil, j'ai juste suivi les ordres de l'IA, tu vois. C'est plus de ma faute, c'est pas ma responsabilité, tu vois. Et là on part dans une société où plus personne n'est plus responsable de rien et moi je trouve ça complètement niqué. Il y avait un chercheur qui disait on rentre dans la société de la déresponsabilisation. Ouais, c'est ça. Plus personne non, c'est pas moi. Et avec l'IA, c'est encore pire parce que là t'as un boulevard pour ça. Et comment s'en prémunir? On peut pas aller contre l'IA parce qu'on peut pas dire non, on va la stopper. Et moi, je pense pas que ce soit une forcément bonne idée de stopper ce développement. Moi, ça m'excite, tu vois. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer aussi. Néanmoins, il y a quelque chose à faire, en tout cas, pour continuer à responsabiliser les gens et continuer à faire en sorte de, je sais pas, voter des lois, faire quelque chose où certaines décisions ne peuvent pas être prises juste sur une IA, tu vois. Et à notre échelle, je pense, d'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire comment je peux investir dans l'humain, en fait. Et donc, ça peut passer par développer son réseau, et ça peut passer aussi par l'expérience client. Et le fait de se dire comment je peux faire pour rendre plus humaine encore l'expérience client. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui t'a toujours tenu, enfin, qui te tient à cœur, quoi, le fait d'avoir une bonne expérience client, côté un peu, s'inspire un peu de l'hospitalité, de l'économie d'hospitalité. En quoi c'est important pour toi de développer une bonne expérience client dans tous tes business, dans ton aventure entrepreneuriale? J'ai 2 réponses. Je sais que je mettais beaucoup plus d'efforts. En fait, moi, je mets un effort d'expérience client qui est assez corrélé aussi à l'argent que tu vas investir chez moi. C'est aussi normal parce que ça coûte de créer une bonne expérience client. Du coup, moi, quand c'était des clients premium, je pouvais facturer des sommes entre 5, 10 000 balles. Forcément, derrière, je te déroule le tapis rouge. Je t'achète une formation à moi à 300 balles. Je vais pas forcément te dérouler le même tapis rouge. Mais c'est un truc auquel j'ai à cœur parce que j'ai envie de faire kiffer les gens quand même, tu vois. Et après, tu te dis, en termes de finances, je peux pas non plus offrir ça à chaque client parce que mon business model, sinon, se pète la gueule et je ferme boutique et je vais plus aider personne. Ça, c'est un enjeu par rapport à ça. Maintenant, pourquoi c'est si important? Je sais pas. Ça me fait juste, moi, kiffer de faire kiffer, en fait. C'est le petit truc en plus, tu vois, le petit truc en plus qui fait que t'as une bonne expérience. Moi, c'est ce que j'attends
c'est des choses auxquelles j'ai été habitué, c'est des choses qui me font toujours plaisir, tu vois. Tu réserves un hôtel, t'as un petit cadeau, c'est charmé, tu vois. Même si ta chambre d'hôtel, par exemple, t'as une bouteille de champagne qui t'attend dans la chambre. Ça peut ne pas être une grande bouteille de champagne, tu t'en fous, t'as ta bouteille de champagne. Et en fait, même si la bouteille de champagne, je la paye dans le prix de la chambre et que la chambre, elle est à 120 balles au lieu de 100 balles, tu vois, 20 balles, c'est pas un super bon champagne, mais c'est pas grave. Bah, je le sais pas que j'ai payé ma bouteille de champagne, je sais que j'ai une chambre à 120 balles et une bouteille de champagne et je trouve ça charmé, tu vois. Moi, ça me fait plaisir et c'est des choses que j'ai envie aussi de, potentiellement aussi faire vivre aux gens qui investissent dans mes services, dans mes formations, dans ces choses-là. Le petit truc en plus qui fait plaisir. Ouais. T'as un exemple de ce que t'as pu faire toi en expérience client, un petit détail, une sorte de petit truc en plus, quoi. C'était surtout dans mes prestations, puisque là, côté expérience client chez Copy Rockstar, c'est pas moi à titre personnel qui m'en occupe. J'ai quelqu'un pour ça, là. Pour mes clients en prestation, c'était, il y avait souvent un petit cadeau, à Noël. Où, je me dis, quel est le truc le plus pertinent que je peux faire pour, quel est le cadeau qui va vraiment faire kiffer ce client, tu vois. Donc, je me rappelle avoir acheté offert à Romain Collignon, quand on bossait ensemble, un calendrier de l'après. Bizarrement, c'était pas un calendrier d'avant, un calendrier de l'après avec plein de fromages. Ça l'a régalé, il a adoré. J'étais super content de faire ça pour lui, tu vois. Ça fait ce petit truc en plus. Parfois, je t'envoie une carte postale. Parfois, je te fais un montage photo, tu vois. Ça me coûte rien de faire un montage photo. Ça me coûte 1 heure de mon temps. Oui, c'est beaucoup et ça a de la valeur, mais ça me fait plaisir, de faire plaisir aussi. C'est parfois certains, je vais leur envoyer un bouquin que je trouve charmé, tu vois, c'est tac, je leur offre un moment à plein de clients, je leur avais offert un bouquin que j'adorais. C'est des petites choses juste où je me dis je trouve ça chouette de le faire, à condition évidemment que ce soit rentable pour la boîte, parce que encore une fois, nous sur les formations, c'est des trucs qu'on peut pas toujours se permettre, malheureusement. Ouais, toujours ce côté donner en premier, quoi. Ouais. Donner, faire le premier pas quelque part. Faire surtout l'extra mile, comme on dit en anglais, tu vois, l'effort supplémentaire, la petite intention, la petite intention supplémentaire. Ces éléments de détail qui te font dire, la prestation elle est bien, mais en plus il m'a retourné la gueule, donc je vais continuer à bosser avec lui. Tu vois. Ouais. Ce qui te définit aussi, c'est que tu as un réseau personnel assez développé. Et que tu entretiens bien. Nous, depuis qu'on se connaît, on a toujours gardé contact, on s'est vu plusieurs fois. T'es quelqu'un qui entretient bien son réseau, et ça paraît un peu une seconde nature, ça paraît assez facile pour toi. Déjà, est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est en train de devenir très difficile? Ok. C'est en train de devenir en plus. Pour une raison déjà qui est très simple aujourd'hui, c'est que du coup mon WhatsApp c'est une friche impossible, et parfois tu peux avoir 1 semaine, 10 jours. Là j'ai répondu à un pote, il m'avait envoyé son message, je crois le 10 décembre. Je lui ai répondu fin mai. C'est chaud parce que c'était un audio. Je me dis, putain, après je reçois des messages. Et en fait, au bout d'un moment, suivre tous mes messages, ça devient compliqué. Donc limite, faut processer aussi vraiment là, le relationnel, le réseau. Maintenant, pour ça, c'est difficile parce que parfois, je vais t'envoyer un message, justement, pour prendre des nouvelles et des choses comme ça. Ça, c'est facile, tu vois, j'aime bien. Ça me fait plaisir de prendre des nouvelles. Tu vas me répondre. Et tu vas peut-être attendre beaucoup avant que moi à mon tour je réponde, parce que j'aurais été pris par 10 autres conversations. Je suis chanceux, moi qui gère mal, tu vois. Nos échanges sont toujours très fluides, donc je me considère chanceux, bébé. C'est vrai. Donc pour ça c'est pas facile. Quand je me suis lancé, c'était très difficile parce que je suis un introverti timide. Introverti, je sais pas, c'est à vérifier. Mais surtout timide, ça c'est garanti. Donc aller parler à des gens que je connais pas, autant te dire que ça me demande autant d'efforts que porter 120 kilos de fonte au développé couché, ce que je n'arrive toujours pas à faire. Donc ça, très difficile. Le reste, c'est plus une habitude. Tu t'envoies ton message, tu prends des nouvelles. Tiens, est-ce que je peux... Et après, c'est ces habitudes de est-ce que je peux faire un truc pour toi, est-ce que je peux te rendre service, tu vois. Quelque chose que tu m'avais dit il y a longtemps, qui m'avait bien marqué, c'est qu'en fait, t'avais une démarche assez consciente, dans le sens où tu disais, dans tout cet écosystème, avec qui j'aimerais être pote, en fait. Simplement, avec qui j'aimerais être ami,
Et en fait, t'investissais dans ces relations, quoi. C'est ça. C'est qui j'ai envie de connaître. Comment je fais pour connaître cette personne. Est-ce que derrière, je me rends compte que je la kiffe ou que je la kiffe pas. Si je la kiffe, bah, trop bien. On continue d'entretenir la relation. Si elle me fait chier, bah, malheureusement, on n'est pas un bon match. Ouais. Et, mais ouais, c'est ça. C'est, tu pars et tu te dis, pour beaucoup, en plus, quand tu te lances, c'est, il faut que j'aille trouver des clients et compagnie. Moi, c'était déjà, il faut que je me fasse des amis là-dedans parce que je suis tout seul, en fait. Et déjà, quand tu pars de cette intention, bah, la magie, elle opère derrière parce que toi, t'as une expertise pointue sur certains sujets, bah, tu vas rencontrer quelqu'un, soit que tu peux aider, et moi, toujours avec grand plaisir. C'est ok, est-ce que je peux t'aider sur un truc, que ce soit une petite chose, que ce soit une grosse chose, tout dépend. Et ensuite, donne encore, donne. Et si un jour t'as besoin, bah, demande, mais n'attends rien nécessairement en retour, tu vois. Mais juste, voilà. Donne, fais-toi des potes, fais-toi des potes. En fait, on fait du business avec des gens qu'on apprécie. C'est ça. Finalement. Ouais. Un peu une règle intemporelle, ça aussi. Si t'avais argent illimité, moyens illimités, disons, ressources illimitées, argent, temps, ton énergie, connaissances aussi. Qu'est-ce que t'aimerais créer? Illimité, c'est quand même vénère, hein. Disons en grande quantité. Ok, parce que tu me dis illimité, je crée un pays. Donc voilà. J'achète un pays, je me démerde, mais argent illimité, je pense que tu peux acheter un pays, tu peux trouver un truc. Un coin d'Amazonie. Ouais, probablement. Argent illimité, j'achète un pays et je crée un pays qui me plairait, tu vois, à mon image. Donc ce serait très probablement une dictature où personne pourrait rien faire et où tout le monde devrait être... Anyway. Non, si vraiment, là, argent illimité, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, je sais que dans le futur, je me dirais, tiens, si j'ai de l'argent illimité, j'aimerais bien faire campagne pour devenir président, tu vois. Et c'est probablement une idée très très mauvaise parce que c'est que des emmerdes de faire ça, mais c'est une expérience qui peut être intéressante d'être président de la France. Je veux dire, il y en a que un tous les 5 ans ou tous les 10 ans qui a l'opportunité de vivre ça. C'est quand même une expérience qui doit être pas mal intéressante. Maintenant, aujourd'hui, tu me donnes un taquet de thunes, je crée une boîte de production audiovisuelle et je crée cette boîte de production audiovisuelle, je crée un studio avec, ou j'achète un studio avec, parce que ça me fait kiffer d'avoir un studio, et je produis du divertissement, en fait. Que ce soit du divertissement pour entrepreneurs, tu vois, des podcasts, des choses comme ça. Que ce soit potentiellement, ok, on va produire des séries, on va essayer de les foutre sur Netflix, ou alors on va produire des chaînes YouTube, on va produire des YouTubeurs pour qu'ils fassent du contenu et que moi, derrière, le soir, quand je dîne, je puisse checker les contenus chamés, créés par ta boîte de prod. Créateurs que j'apprécie, et que ces créateurs, effectivement, auront eu cette opportunité grâce à ma boîte de prod, parce que j'aurais pu les aider à monétiser, et que eux, grâce à cette monétisation, ok, ils font leur art, parfait, on s'occupe du reste, en fait. Parce que autant être président et acheter un pays, ça peut paraître encore loin, autant créer une boîte de prod, t'es pas loin, quoi. T'es peut-être pas très loin de faire quelque chose comme ça. Ouais, je pense que aujourd'hui j'ai pas les revenus pour, et peut-être que j'ai pas besoin d'avoir les revenus pour, on ne sait pas. Je sais que c'est un énorme challenge parce que du coup moi je sors de ma zone de confort, que c'est un truc complètement différent, c'est pas de la formation en ligne, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un projet qui m'excite. On va arriver sur les dernières questions déjà. Qu'est-ce qui te fascine? L'être humain continue de me fasciner, l'être humain et sa psychologie, ça continue de me fasciner. Je continue toujours de découvrir des trucs où je me dis, mais waouh, c'est fou. En ce moment, je relis un livre qui me fascine. Ça s'appelle Alchemy de Rory Sutherland, qui est un ancien associé ou associé toujours chez une énorme boîte justement de marketing direct, copywriting, qui est, je crois, qui était associé avec Ogilvy, qui est un peu le Kingos, le Kingos de la conception rédaction. Ce livre est brillant parce que il te dit comment l'inverse d'une bonne idée peut aussi être une bonne idée, tu vois. Et il y a beaucoup de sujets de créativité, et la créativité, c'est un truc aussi qui me fascine. Avoir des idées et faire les choses un peu différemment et connectées, ça me fascine. Et le dernier truc qui me fascine, c'est les relations humaines. Moi, dans mon cas, ça va être les relations homme-femme, tu vois. Mais pareil, c'est un sujet qui me fascine de ouf et sur lequel je peux aussi beaucoup lire et m'intéresser. Quelle est la chose la plus dingue que tu as appris récemment sur le sujet des relations? Je sais pas si c'est dingue, mais plus le temps passe, plus en tout cas il y a un truc qui se confirme, c'est que tout le monde galère et personne n'a les réponses.
Une révélation aussi qui s'est faite, c'est que ça va aussi tes relations définir ton succès professionnel, tu vois, tes relations personnelles et même tes relations professionnelles vont définir ton succès professionnel. Bref, tout vraiment ce que tu fais, que ce soit dans le pro, dans le perso, va être influencé par tes relations, en fait. Ouais. Si t'es tout seul dans une pièce, tout va bien. À partir du moment où il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce, tes agissements vont être différents. Tes actions vont être différentes. Ta façon de penser va peut-être être différente. Tu vas t'adapter, en fait. Et à partir du moment où tu prends cette donnée en compte, tu sais que tout ce que tu fais est du coup influencé par les autres. Ouais, c'est vrai que ces sujets des relations, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond, quoi. Parce qu'on apprend. On apprend de plus en plus chaque année. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles études qui se créent. Et en même temps, c'est un grand mystère, quoi. J'avais lu quelque part que tout ce dont tu as besoin, l'autre peut te le donner, en fait. Et alors, quand tu comprends ça, t'as besoin, je sais pas, même quand t'as besoin d'aider quelqu'un, ou même si même l'altruisme, bah, c'est par rapport à l'autre, tu vois. Donc tout ce dont t'as besoin, c'est l'autre qui te le donne. Donc en fait, on a une interdépendance qui est énorme. Et je trouve que c'est bien de se le rappeler, surtout quand on est indépendant, justement, quand on est solopreneur, indépendant. En fait, oui, ça c'est le statut, mais il y a une interdépendance qui se crée et qui est là, en fait. Il y a un livre que je commence à relire, c'est L'entraide de Pablo Servigne. Sur l'entraide, quoi. Et en fait, on se rend compte que non, la nature n'est pas forcément que darwinienne et que finalement on est aussi programmé pour s'entraider. Et il y a beaucoup d'entraide dans la nature. C'est pas juste la loi de la jungle. Et j'ai trouvé ça assez fascinant et ça rejoint un peu cette sphère des relations. Dernière petite question pour toi. Imaginons que à côté de ton lit, sur ta table de chevet, t'as un petit papier, un petit crayon, et t'as le droit de poser une question, d'écrire une question sur ce papier. Tu vas te coucher, et le lendemain matin, quand tu te réveilles, il y a la réponse à ta question. Quelle est la question que t'aimerais poser? C'est chaud. Ça dépend beaucoup de mon contexte aujourd'hui. Ça peut être effectivement une question aujourd'hui que tu poserais aujourd'hui au moment où on enregistre. Ouais, moi aujourd'hui, la question que je poserais, c'est quoi la next step, tu vois, pour moi. Je peux aller aujourd'hui dans plein d'endroits différents. J'ai plein d'envies. Là, j'en ai une dont j'ai pris un chemin, tu vois, pour laquelle j'ai pris le chemin. Et la question que je me pose, c'est et en même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir la réponse? Je sais pas, parce que si on me dit non ou on me dit oui, je me dis ah bah il y a plus de surprise. Je vais faire autre chose alors. Il y a plus vraiment d'exploration. Donc je veux peut-être pas la réponse à ça. Ça peut être une grande question existentielle. Hein. Ah bah si c'est une grande question existentielle, moi je veux qu'on me dise l'origine de la vie. Moi, voilà, si je peux avoir déjà, ça m'intéresse plus. Ouais, ça m'intéresse quand même plus que savoir c'est quoi les next steps pour moi. Ouais, vraiment, si je pouvais avoir sur un papier qu'on me dise voilà comment ça s'est passé en fait, tu vois, voilà comment l'univers fonctionne. Je trouverais ça charmé. T'as lu le livre Le Guide du voyageur galactique? Bien sûr, c'est mon livre préf. Trop bien, ça parle de ça finalement. Ouais. C'est un peu ça le sujet, c'est poser une question à une IA. Quel est le sens de la vie? C'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Quel est le sens de la vie? Ça c'est pas l'origine, mais plutôt quel est le sens de la vie? Il pose la question à une IA qui fait des calculs pendant genre des années, des dizaines d'années, et là on arrive à un moment où il va y avoir la réponse, quoi. Ouais. Et donc là, l'ordinateur il mouline, et puis la réponse c'est 42. Ouais. Et l'IA dit un truc du genre: est-ce que vous êtes sûr d'avoir posé la bonne question? Ouais. Voilà la réponse, mais est-ce que vous avez bien posé la bonne question? Et ça pose, ouais, ça a fait phaser des générations de personnes ce livre, alors que probablement que l'auteur a pas tant réfléchi. Non, au sujet. Moi j'adore. Ouais, mais c'est ton livre préféré? Ah ouais, je pense que c'est mon livre de fiction préféré. Si je réfléchis, est-ce qu'il y en a un autre que je pourrais lire et relire autant que celui-là? Non, je pense pas, parce que lui, je rigole toujours autant, en fait. Bon, si vous nous écoutez, vous ne connaissez pas ce livre, intéressant philosophiquement, et puis c'est un bon moment, quoi. C'est agréable. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te retrouver online? Et si on veut savoir un peu ce que tu fais, consommer ton contenu, en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te trouver?
Le plus simple aujourd'hui, c'est sur Instagram à @pbponcelin. Trop bien. Tout simplement. Trop bien. C'est là que je fais transiter la plupart de mes communications en story, la plupart de mes contenus en post, puisqu'après ça va être repartagé sur LinkedIn et d'autres plateformes. Mais c'est sur Insta que mon attention est présente, pas forcément sur les autres plateformes. Trop bien. Instagram, PB Poncelin. Ouais. Merci beaucoup pour ce moment. Avec plaisir. Merci à toi.